Merci d'être avec nous sur HAL24 News et bienvenue dans ce nouveau numéro d'édition spéciale. Les dirigeants de l'Union européenne sont réunis pour un sommet extraordinaire à Bruxelles. Pendant 2 jours, le conflit ukrainien et ses conséquences sur le vieux continent sera au centre des discussions, en particulier dans les domaines énergétiques et militaires. Il s'agit également d'un sommet test pour les 27. Leur unité est mise à rude épreuve. Par effet boomerang, les trains de sanctions visant dans un premier temps l'économie russe affectent plutôt les marchés européens. Insuffisance dans les approvisionnements en produits agroalimentaires, montée en flèche des prix des carburants et encore dépréciation de l'euro face au dollar. Autant de retombées espérées dans un premier temps dans le camp opposé. Pour parler de tout cela, nous accueillons via Skype Karine Béchet-Golovko, professeure à l'Université d'État de Moscou. Bonsoir. Bonsoir. Et depuis Bruxelles, nous avons avec nous Habib Ben Safi. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Merci. Vous êtes journaliste accrédité auprès des institutions européennes. Bienvenue à vous deux. Alors, tout d'abord, de priorité à Bruxelles aujourd'hui. Habib Ben Safi, vous avez assisté à ce premier jour du sommet. Que peut-on en retenir ? Il y a beaucoup d'infos, beaucoup d'informations non confirmées. Mais toujours est-il que les discussions se focalisent bien entendu sur l'Ukraine et ce que va faire l'Union européenne, ce qu'elle va décider. Vous savez que ça fait plusieurs semaines que la Commission européenne a proposé un 6e paquet de sanctions à l'égard contre la Russie. Oui. Parmi ces sanctions, il y a bien entendu l'embargo sur le pétrole, sur lequel ils n'arrivent pas à s'entendre, en cause plusieurs raisons, la Hongrie d'une part, d'autres pays. La Hongrie, par exemple, qui ne veut absolument pas, se priver du gaz ou du pétrole russe, surtout qu'elle est enclavée, elle n'a pas de mer et qu'elle n'est desservie que par l'oléoduc Druzhba. Aujourd'hui, on a parlé de la réunion du COREPER, donc la réunion des ambassadeurs, des représentants des pays de l'Union européenne. Ils ont dit on va essayer de faire par étapes. Ça veut dire quoi par étapes ? Ça veut dire essayer un embargo aux 2 tiers. C'est un peu bizarre. C'est bizarre. Donc, à l'arrivée, quand M. Viktor Orban est arrivé au sommet, il a dit il n'y a pas d'accord. Et qu'il faut assurer à la Hongrie son approvisionnement. Sinon, c'est un veto direct. Oui. Donc, il n'y a pas de possibilité. Habib, on l'a vu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est une fois plus incrusté, entre guillemets, lors de ce sommet, comme cela a déjà été le cas dans de nombreux événements, notamment culturels ou encore sportifs. Quelles ont été ces revendications cette fois-ci ? Pour l'instant, il n'est pas encore intervenu puisqu'il va intervenir dans la soirée en visioconférence. Oui. Mais on s'attend bien entendu à ce qu'il réitère sa demande d'armes lourdes pour combattre la Russie. Voilà, c'est ce qu'il essaie toujours de demander. Et surtout, il essaie de convaincre les Européens de prendre plus de sanctions contre la Russie. Ouais. La dernière fois, il avait dit qu'il faut faire très très mal à la Russie. Bon, c'est un peu insensé, puisque nous savons que l'Union européenne est très attachée à la Russie, pour plusieurs raisons, le gaz, le pétrole, les investissements français, allemands. Il y a énormément de liens financiers, économiques et financiers. Ouais. Ouais. Et donc là, ils essayent de... En fait, ce qu'a dit dernièrement d'ailleurs Vladimir Poutine, il avait dit que l'Union européenne est en train de se suicider. Voilà son analyse. Et en effet, parce que les entreprises qui ont besoin de gaz ou de pétrole russe voient le prix du pétrole et du gaz monter en flèche. Et bien entendu, leurs produits monter en flèche. Et automatiquement, leurs concurrence, ils ne sont plus concurrents par rapport aux autres sociétés, comme d'entreprises en Chine ou bien ailleurs. Oui. Donc, et puis, on voit que les décisions que prennent les Européens sont pratiquement, je dirais pas, elles sont prises à la hâte. Voilà.
Oui. Karine, on a l'impression. Oui. Oui. Nous allons entendre un petit peu Karine Béché-Golovko. Alors, cette réunion sommet permettra-t-elle, selon vous, aux 27 de conserver leur unité dans les domaines énergétiques et militaires où des divergences sont clairement apparues? Il me semble qu'en fait, cette unité n'a jamais existé, sinon dans le discours politico-médiatique, hein, parce que cela fait des années que l'on voit des divergences profondes entre les pays de l'Union européenne sur tous les sujets sensibles. Dès qu'il s'agit de la gestion de la crise migratoire, et on a vu ces divergences sur la question des valeurs de la société, que ce soit le culte des minorités, la protection des religions. L'on voit des divergences entre les pays de l'Union européenne et également à l'égard des sanctions adoptées contre la Russie, l'on voit aussi des divergences profondes se dresser. C'est absolument normal parce que ces pays sont quand même extrêmement différents. Chacun, en quelque sorte, est là pour attendre quelque chose de particulier, mais ils sont en train de se rendre compte que l'addition commence à être extrêmement lourde et donc la question se pose, est-ce que ça vaut autant la peine que ça? Et c'est ce qui fait peur à l'Union européenne. C'est pour ça que le discours européen, enfin des institutions, lui, se radicalise de plus en plus. Quand on voit Borrell qui déclarait hier qu'effectivement il y avait des divisions, mais de toute façon ils feront tout ce qu'il faut et finalement ils arriveront à trouver un accord. On comprend très bien que nous ne sommes pas du tout dans le cadre d'un mécanisme de négociation entre pays souverains qui vont essayer de trouver la meilleure solution. Nous sommes dans un rapport de force avec d'un côté une institution atlantiste qui joue son jeu, qui n'a strictement rien à voir avec la défense des intérêts du continent européen, et certains pays à l'intérieur, dont certains sont malheureusement, comme la France, en avance sur le progressisme avec l'Allemagne sur ces questions, mais avec d'autres pays qui ont encore un certain instinct de survie et qui ont des rapports qui n'étaient pas mauvais avec la Russie et qui n'ont pas forcément envie de les avoir, parce qu'ils ont une certaine proximité de valeurs. Donc nous retrouvons en fait ces divisions qui ont toujours existé et qui continuent à exister. Simplement, l'Union européenne a envie de créer un ennemi commun dans la figure de la Russie pour lui permettre de créer une espèce de coalition entre ses membres malgré leurs différences. Oui. Et ça a quand même du mal à prendre, heureusement, parce que c'est un suicide géopolitique total pour les pays européens. Oui. Justement, Madame Golovko, parmi les grosses questions qui divisent les 27 actuellement, veut-on ou peut-on se passer des hydrocarbures russes, charbon, mais surtout pétrole et gaz? Que répondez-vous à ces questions? A priori, quand on écoute les experts internationaux en Occident aussi, qui sont assez sérieux, tout le monde dit que c'est absolument impossible, réellement, de remplacer l'approvisionnement de la Russie. C'est en soi assez surprenant d'ailleurs d'y penser, puisque même en période de guerre froide, même à l'époque de l'Union soviétique, l'Europe ne s'était jamais mise en telle situation de danger énergétique, et elle avait réussi à faire la part des choses entre le combat idéologique entre le libéralisme et le socialisme d'un côté et les besoins économiques et la coopération, même en période de guerre froide. Nous sommes arrivés aujourd'hui à une espèce de radicalisation telle que certains dirigeants européens de l'Union européenne et certains dirigeants nationaux en arrivent à accepter presque de faire du mal à son propre pays pour essayer de vaincre un ennemi imaginaire. Et pensez-vous que cette radicalisation soit souveraine? Non. Justement, nous voyons ici une instrumentalisation totale des pays européens et il y a en fait pas un rapport de force entre ces pays, mais une espèce de rapport de faiblesse. Et c'est là-dessus que fonctionne la globalisation, puisque l'Union européenne est une des structures de gouvernance régionale de ce système global de gouvernance atlantiste. Et les États membres de l'Union européenne ont délégué une grande partie de leurs compétences nationales
à l'Union européenne, mais qui elle-même n'est pas une structure politique et qui n'a aucune responsabilité politique réelle pour ses décisions. Et donc nous avons des États membres qui sont complètement affaiblis, avec une structure qui les dirige, qui elle-même est politiquement extrêmement faible. Donc les décisions se prennent ailleurs et en fait c'est une chaîne d'exécution qui se passe. Habib Ben Safi, quelles sont les principales questions qui divisent les Européens aujourd'hui? Oh, mais il y en a beaucoup. D'abord, ça a commencé déjà avec l'immigration, comme l'a rappelé votre invité. Donc déjà avec la Turquie, il y avait un énorme problème quand il y a eu la vague migratoire qui s'est imposée. Donc il y a eu déjà, mais avant cela, il y avait déjà eu la crise des subprimes. Déjà à ce moment, en 2007-2008, ils ont eu du mal à trouver un consensus pour trouver une solution à la Grèce. Il a fallu 3 ou 4 ans pour trouver une solution et pour essayer de prêter de l'argent à la Grèce pour qu'elle puisse s'en sortir. Déjà à ce moment-là, on a vu les divisions et les pays européens qui n'étaient pas tout à fait d'accord. L'Allemagne, par exemple, elle ne voulait absolument pas mettre la main à la poche. Et puis il y a d'autres pays qui se sont dit on ne va pas débourser un centime pour la Grèce. Donc ça a commencé on l'a vu avec le coronavirus aussi. Et puis, il y a eu la crise migratoire qui est venue. Oui. Il a fallu l'intervention de la Turquie avec des promesses de l'Union européenne. Ils ont promis 5 milliards d'euros pour qu'elle puisse endiguer la crise migratoire. Et puis, il y a eu, bien entendu, le Covid qui est venu s'installer. Mais avant ça, il y avait toujours cette crise migratoire qui a divisé. Par exemple, la Hongrie ne voulait absolument pas de certains types de migrants. Alors, en fait, on ne parlait pas de migrants, c'était des réfugiés. Ce n'étaient pas des migrants. Ils ont imposé le terme de migrants. Donc déjà là, il y a eu beaucoup de divisions entre les pays européens. Aujourd'hui, face à la Russie, ils veulent montrer soi-disant, ils affichent une unité qui n'est pas du tout une unité, puisque déjà avant-hier, le président français et le chancelier allemand Olaf Scholz ont téléphoné à Poutine pour lui demander de lancer, soi-disant, les négociations avec l'Ukraine et de permettre donc les exportations de céréales. En parlant de sanctions, Habib, depuis les premières sanctions économiques contre la Russie, un pays se démarque tout particulièrement. Il s'agit de la Hongrie. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a signifié au président du Conseil européen, Charles Michel, qu'il était très improbable de trouver un accord dans les prochains jours. Viktor Orban a d'ailleurs bloqué l'adoption d'un embargo européen sur le pétrole russe. Il a exigé aujourd'hui des garanties pour l'approvisionnement de son pays. Que démontre cette position? Écoutez, à l'arrivée, déjà, M. Viktor Orban a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'Union européenne ne peut pas lui assurer l'approvisionnement nécessaire pour son pays. Puisqu'il est enclavé, il est desservi par l'oléoduc Druzhba, qui non seulement dessert la Hongrie, mais aussi d'autres pays. Oui. L'Allemagne et la Pologne ont dit oui, on pourrait éventuellement couper notre part de pétrole. Mais c'est quoi ce raisonnement? Est-ce que la Russie va dire oui, d'accord, j'accepte un embargo pour cette partie-là et pas pour l'autre partie? C'est quoi? On voit bien que les Européens sont face à un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre de manière, globale. Oui. On ne joue pas avec ça. On prend une décision. Là, Viktor Orban a dit non. Il a été clair au moins. Il a été très très clair à l'arrivée. Il dit il n'y a pas d'accord. Le COREPER, c'est-à-dire le comité des représentants permanents de l'Union européenne, ils travaillent depuis des jours. Ils ont dit on va faire ça par étapes. Mais comment ça faire par étapes? À la fin de l'année, on va probablement décider de l'embargo. Qu'est-ce que cela veut dire, ça? On est en guerre contre la Russie pour rien. Oui. Les Européens ne savent pas où ils vont. Karine Bécher-Golovko, si on comprend bien, les Européens veulent faire mal à la Russie en boycottant son pétrole, tout en veillant à préserver leurs intérêts. Il s'agit là d'un embargo plutôt ambigu. On l'a vu avec l'Iran, par exemple. Les Occidentaux n'ont pas hésité un seul instant de l'inonder de sanctions économiques.
Oui, parce que là, les Occidentaux comprennent très bien que puisqu'ils ont créé la globalisation, elle est globale pour tout le monde, l'économie. Donc, quand ils prennent des sanctions contre la Russie, et la quantité de sanctions adoptées actuellement contre la Russie dépasse ce qui a toujours existé dans l'histoire des relations internationales en quelques semaines, montre que nous sommes, comme disait effectivement votre collègue à Bruxelles, sortis complètement de la phase rationnelle et les Européens se comportent, et les Occidentaux en général se comportent de manière complètement irrationnelle par rapport à la Russie. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre la politique qui leur est imposée, finalement. Et ils le savent. Mais ils savent aussi qu'ils n'ont pas le choix, puisque ces dirigeants, en tout cas la plupart des dirigeants, malheureusement européens qui sont actuellement en poste, sont en poste justement pour exercer cette politique. Et là, on voit ce conflit qui arrive entre, d'un côté, les ordres du chef, finalement, qui leur impose... Qui est effectivement ce pouvoir global atlantiste aux États-Unis principalement, et actuellement en tout cas avec Biden, en tout cas la figure plus ou moins parlante de la chose, qui leur impose d'adopter toutes ces sanctions contre la Russie. Mais pourquoi y adhérer, puisque ces sanctions se retournent vers eux? Pourquoi adhérer à ces sanctions dictées, comme vous le dites? Parce que nous sommes sortis du mode démocratique de fonctionnement des sociétés en Occident. Le mode démocratique, c'est quand la légitimité du gouvernant vient du peuple. Donc, dans ce cas-là, un dirigeant normal, élu, respecté, qui fait attention à son peuple et à son pays, ne va effectivement pas prendre des mesures qui vont se retourner contre lui, puisqu'après, il va être impopulaire et il risque de sauter. Donc, c'est aussi une façon de préserver son pouvoir au-delà des questions de grandeur d'âme. Actuellement, le problème est que la source de légitimité de la plupart de ces dirigeants devient, malgré on va dire, la mise en scène électorale ne vient pas du peuple, elle vient de l'extérieur. Ces gens sont en place tant qu'ils font le boulot. Et s'ils commencent à ne plus le faire, dans ce cas-là, les mécanismes de politique technologique sont extrêmement bien montés, peuvent se retourner contre eux, ils le savent. Et là aussi, ils sont intéressés toujours par la même chose, garder le poste. Donc vous nous dites clairement que les États-Unis peuvent faire ou défaire un dirigeant européen s'il n'adhère pas à la politique américaine? Je pense oui, puisque les élections, dans le sens technique, si vous voulez, du processus électoral, c'est un résultat qui va dépendre du discours tenu dans les médias, qui va dépendre de l'ambiance mise dans la société. Et nous l'avons vu dans un certain nombre de pays de l'Est, mais il ne faut pas rêver. Et dans les pays de l'Ouest, ça n'est pas mieux. Oui. Il est tout à fait possible de manipuler cette ambiance générale afin, effectivement, de pousser quelqu'un dehors. Très bien. Alors, nous l'avons vu, la réunion de Bruxelles a été précédée, comme l'a mentionné tout à l'heure Habib Ben Safi, d'un entretien téléphonique qui a regroupé les dirigeants russes, français et allemands qui ont échangé leur point de vue sur les derniers développements du conflit ukrainien. Vladimir Poutine a dénoncé le bourrage permanent de l'Ukraine avec des armes occidentales. Il s'agit là d'un point très important et qui est discuté d'ailleurs à Bruxelles. On sait que la Russie, de par son offensive, vise à démilitariser l'Ukraine, n'est-ce pas, Habib Ben Safi? Oui, bien entendu. Vous savez, le rapport de force est en train de changer mondialement. Jusqu'à quand, Habib, cet approvisionnement en armes va-t-il se poursuivre? Les Européens sont divisés sur cette question, pour, je veux dire, de fournir de l'armement. Ils sont très divisés. Pour quelle raison? Parce que, par exemple, pour l'Allemagne, il n'est pas question de livrer ce qu'a demandé Zelensky. Très bien. Il y a quelques jours, donc oui, avant-hier. L'Allemagne, oui. L'Allemagne, on l'a vu, elle a augmenté son budget pour l'armement, qui correspond à peu près 2% de son PIB. Voilà, tout à fait. Mais donc, et ça, elle ne peut pas se permettre justement de livrer de nouvelles armes de face comme ça à l'Ukraine. Mais vous savez que avant-hier, Poutine a clairement signifié justement à Olaf Scholz et à M. Macron que c'était très dangereux de poursuivre justement des livraisons d'armes, puisqu'ils lui ont demandé de lancer les négociations de paix. Alors il
bien entendu, imposer son point de vue. Mais toutefois, il faut voir aussi de manière globale, parce que par exemple, à Davos, Kissinger a demandé à l'Ukraine d'abandonner le Donbass et la Crimée, qu'il était, je veux dire, irrationnel de continuer ce combat-là. Oui. Et il y a d'autres groupes aussi à Davos, comme le groupe des Sages, qui a été créé par Nelson Mandela, qui a demandé la même chose. Donc on voit bien que les demandes internationales exigent de lancer des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, mais que l'Ukraine soit réaliste et qu'elle revienne au statu quo ante, comme on l'a appelé. Oui. Madame Golovko, jusqu'à quand, selon vous, cet approvisionnement en armes va-t-il se poursuivre, sachant qu'il n'apporte rien jusque-là, aucun résultat, si ce n'est compliquer encore plus la situation? C'est peut-être justement le résultat attendu. Et pour l'instant, en tout cas, il est atteint. Les armes seront livrées jusqu'à ce que sera nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que le conflit soit épuisé. Le problème de ce conflit, c'est que c'est un conflit qui a plusieurs facettes. La facette militaire est une seule des facettes de ce conflit. C'est également un conflit civilisationnel, c'est un conflit politique, c'est un conflit économique, c'est surtout un conflit géopolitique, dans le sens, un conflit de vision du monde. Et tant qu'il sera nécessaire de maintenir la phase militaire, les armes seront livrées, quitte à ce que l'Europe s'endette, ce qui ne sera pas un problème pour les États-Unis, parce que justement, elle renforcera ainsi son levier de manœuvre sur le continent européen. Donc finalement, ça ne lui pose pas trop de problème que l'Europe ait des difficultés. Mais l'Europe fournira les armes, les États-Unis fournissent les armes, le Canada aussi, d'autres, beaucoup de pays de l'OTAN fournissent les armes. Et le problème est que dans ce cadre conflictuel, des négociations en tant que telles, actuellement, ne mènent strictement à rien, puisque le conflit n'est pas épuisé. Ouais. Et il ne pourra pas être épuisé avec des négociations. Actuellement, les négociations sont devenues, de façon assez étrange, justement même un des instruments de ce conflit pour faire céder l'autre partie. Mais ce ne sont certainement pas des négociations de paix comme on les entendrait de façon classique. On l'a vu par exemple dans des conflits comme la Libye, encore fournir des armes n'apporte rien de bon. Ça n'apporte jamais rien de bon. N'oublions pas que non seulement en Ukraine, le problème est que non seulement le pays reçoit des armes et que ces armes ne vont pas qu'aux militaires. N'oublions pas aussi que l'Ukraine a formé des bataillons d'anciens criminels qui sont armés, que nous avons ces groupes néo-nazis qui sont armés. Encore faut-il contrôler ces livraisons. Oui. Voilà. Et le problème est qu'une fois que ces armes arrivent en Ukraine, on ne sait pas où elles vont. Mais en quelque sorte, c'est exactement ce qui est attendu, c'est-à-dire de forcer un conflit sale. D'envenimer encore plus la situation. Tout à fait. Il faut absolument briser le pays. Malheureusement, l'Ukraine a été brisée une première fois en 2004. Ça n'a pas été suffisant. Avec la Révolution orange, il a fallu 10 ans plus tard, 2014, pour réellement dans le sang et dans la terreur, briser la société ukrainienne pour qu'elle n'ait surtout pas envie de revenir vers la Russie. Et actuellement, rappelons-nous que juste avant que l'Ukraine ne relance le combat vers la Russie et vers le Donbass cet hiver, je ne parle pas de février, je parle de novembre, décembre de l'année dernière, le gouvernement ukrainien reconnaissait qu'une grande partie de la population en Ukraine était encore russophone et presque russophile. Donc pour eux, c'était un échec idéologique très important. Karine Béchet-Golovko, permettez-moi d'aborder une position qui laisse perplexe plus d'un concernant la sécurité alimentaire mondiale. Par exemple, le président russe a souligné que les causes réelles des problèmes de livraison de produits agroalimentaires résidaient dans la politique économique et financière erronée des pays occidentaux qui ont adopté des restrictions anti-russes. Malgré cela, Vladimir Poutine a même annoncé que la Russie était prête à contribuer à la recherche de solutions pour assurer l'exportation sans obstacle, notamment de céréales. Que pensez-vous de la position de Moscou? C'est assez paradoxal. La Russie propose des solutions à ses propres détracteurs. La Russie n'est pas un pays fanatique et elle n'a pas envie de provoquer de crise alimentaire. Elle a plutôt envie peut-être même d'aider puisqu'elle part du principe que les populations civiles n'ont pas à être responsables de la bêtise de leurs gouvernants. Et actuellement, la bêtise est bien répartie. Donc, elle rappelle simplement que la crise économique générale qui se déroule actuellement, dont la crise, le
de crise alimentaire n'est qu'un des aspects, est issu du nombre absolument faramineux de sanctions qui ont été adoptées et qui bloquent le fonctionnement d'une économie qui a été globalisée. Donc il faut un certain temps pour réadapter les circuits d'approvisionnement, pour relancer les économies nationales, etc. Et autre aspect, la question de l'approvisionnement en céréales. Pour l'instant, la Russie ne veut pas non plus aider l'Union européenne à vider les greniers de l'Ukraine, comme cela a été annoncé par l'Union européenne, qui soi-disant de cette manière-là veut vider l'Ukraine, parce que, comme elle l'a rappelé, le problème est qu'avec ce conflit qui a été largement entretenu et développé par l'OTAN sur le sol ukrainien, beaucoup de travaux agricoles n'ont pas pu être faits et il n'est pas évident du tout que l'Ukraine puisse assurer sa subsistance en blé, notamment pour l'année prochaine. Donc avant de vider les greniers à blé et de très gentiment les envoyer vers l'Europe pour que l'Europe, elle, n'ait pas de problème, la Russie demande à ce que déjà l'on prenne en compte l'intérêt des Ukrainiens, voir réellement quels seront leurs besoins alimentaires et ensuite, derrière, aider effectivement à la logistique afin de pouvoir participer aux exportations. C'est une position qui semble quand même somme toute assez rationnelle. Habib Ben Safi, je reviens vers vous. Le sommet européen devra aussi faire le point sur la politique de défense européenne dans le cadre du conflit en Ukraine. Les livraisons d'armes à l'armée ukrainienne ont pris de l'ampleur. Cette politique a d'ailleurs provoqué un épuisement des stocks d'armes et de munitions dans beaucoup de pays européens. Comment cette question sera-t-elle traitée lors de ce sommet ? Oui, une question très difficile concernant la défense commune, déjà la politique de la défense commune, qui est un petit peu, on en parle beaucoup, mais elle ne s'est jamais réalisée au niveau européen, puisque vous savez qu'au-dessus de l'Union européenne, il y a bien entendu le fameux accord atlantiste. Et donc l'accord de défense n'y est pas encore. Et maintenant, évidemment, chaque pays a besoin ils ont demandé que chaque pays intervienne pour les livraisons d'armes. Mais là, il n'y a toujours pas d'accord à ce niveau-là. Qu'en pensez-vous, Karine Belchek-Olovko ? Moi, je suis entièrement d'accord. La politique de défense commune est un leurre de l'Union européenne, puisque il faut quand même pas oublier que la question de la défense est un des attributs de la souveraineté nationale et que ne peuvent être souverains qu'un État. L'Union européenne n'est pas un État. L'Union européenne est une structure et qui effectivement ne peut pas mettre en place une armée propre, puisqu'elle n'a pas toute l'infrastructure, ni politique, ni juridique, ni financière, ni logistique qui va autour pour mettre en place une armée. Donc ça ne peut être qu'une armée qui vient des États nationaux, qui ont des cultures différentes, qui ont des langues différentes. Donc nous sommes un peu dans une espèce de tour de Babel qui ne veut pas reconnaître qu'elle est une tour de Babel et qui prétend avoir une politique de défense commune avec des intérêts différents. Donc effectivement, ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher objectivement, sauf si l'on met en place un système, cette fois-ci complètement totalitaire, qui va écraser les États, qui ne seront alors que des fournisseurs d'hommes. Mais de toute façon, la diversité culturelle et linguistique restera, et la manière dont on voit et on organise la défense d'un territoire dépend beaucoup des hommes qui s'occupent de cette défense. En un mot, à quoi peut-on s'attendre concernant le 6e train de sanctions éventuellement qu'envisagent les 27 d'adopter demain ? Il est possible que, comme votre collègue à Bruxelles l'a souligné, une espèce d'accord soit obtenu avec un étalement de la mise en œuvre de quelque chose qui doit s'appeler embargo sans être un embargo, parce qu'il faut faire quelque chose. Mais c'est quand même extrêmement difficile parce que économiquement, les pays européens ne peuvent pas assumer autant de sanctions. À force, l'Europe est arrivée, en principe, l'Occident en général, est arrivé au maximum de ce qu'elle peut prendre en termes de sanctions. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle voudra faire la guerre ou pas derrière ? Parce que finalement, c'est ce qui va lui rester. Avant de clore, qu'en pensez-vous, Habib Ben Safi ? À quoi doit-on s'attendre demain ? Ce fameux 6e train de sanctions. À mon avis, pas à grand-chose. Ils vont tergiverser comme ils ont l'habitude de le faire. Ils vont essayer d'essayer d'imposer un mini-sanction, c'est-à-dire en concernant le pétrole surtout. Ils ont parlé aussi de sanctions financières,
d'essayer de pénaliser la Bertelsbank, la banque russe. Mais bon, là, on sait très bien que Poutine a pris déjà les devants depuis quelque temps. On ne peut pas s'attendre à grand-chose. Mais là où on voit quand même qu'il y a une certaine réticence de certains pays à faire un petit peu marche arrière par rapport aux décisions qu'ils ont prises à l'égard de la Russie. Parce qu'ils sont très touchés économiquement. Ici, en Europe, les prix ont augmenté de manière extraordinaire. Le pétrole, l'énergie pour les entreprises est devenu presque, je veux dire, une part très importante de leur investissement. Et ils sont en train de perdre de la concurrence par rapport à d'autres États. Habib, merci beaucoup pour votre éclairage. Cette émission touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie donc, Habib Ben Safi. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes journaliste accrédité auprès des institutions européennes. Je remercie également Karine Béché et Golovko, professeur à l'Université d'État de Moscou. Merci à vous deux d'avoir contribué à cette émission. Voilà, cette émission donc touche à sa fin. Restez sur Al24 News. Vous avez rendez-vous avec le journal de 19h dans une demi-heure avec Riyad Lahri.